Avant de commencer, je voulais remercier National Instruments de me donner l'occasion de partager avec vous un peu de mon expérience en tant que développeur LabVIEW. J'avais prévu une présentation d'une demi-heure. On a un peu plus de temps, donc je vais en profiter pour dire peut-être un peu plus de choses. Vous n'hésitez pas à m'arrêter quand vous commencez à avoir faim. J'aimerais pas créer de problème à ce niveau-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste prendre 5 minutes pour me présenter la société pour laquelle je travaille. Donc, je m'appelle Olivier Jourdan. Il y a des gens que je connais, que j'ai déjà vus à l'occasion de journées identiques l'année dernière, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille pour la société Saphir depuis 14 ans. Je suis le responsable de l'équipe technique. L'équipe technique de Saphir, c'est 15 personnes, 15 développeurs, tous certifiés. Il y a 6 architectes certifiés LabVIEW. Les autres, c'est des architectes, des développeurs certifiés. Saphir, depuis cette année, a rejoint QMT Group avec la société Calimatest, qui est une société à peu près de la même taille que Saphir, qui est basée en Suisse. Et ensemble, nous sommes leaders dans les solutions et l'expertise dans l'acquisition de signal, le traitement du signal, pour le test, le contrôle qualité, la supervision. Les deux entreprises ont un partenariat très fort avec National Instruments depuis plus de 20 ans. Actuellement, nous sommes à un niveau de partenaire Gold. Donc, on est très fiers de ça, on espère que ça va durer encore longtemps et ça nous permet de travailler quand même en étroite collaboration avec National Instruments. On intervient pour des besoins tels que le contrôle qualité, les systèmes embarqués, les pilotages de bancs de test, et puis une part de notre chiffre d'affaires est sur la formation. Il faut savoir que Saphir est agréé par National Instruments pour donner des formations, le programme officiel de National Instruments dans la région Rhône-Alpes. Donc on fait des formations soit à Barreau, donc du côté de Chambéry, soit sur Lyon. Donc un des avantages, j'allais dire, de venir chez nous, c'est que vous allez avoir des développeurs qui utilisent LabVIEW au quotidien, qui font les formations. On n'a pas des formateurs attitrés, c'est vraiment des gens dont c'est le métier qui viennent dispenser leurs connaissances, leur expérience avec LabVIEW. On travaille dans les domaines de l'aéronautique défense, l'énergie, le transport, automobile, ferroviaire, et la recherche. Voilà. J'en dis pas plus, je ne suis pas venu pour ça, moi non plus. L'objet de ma présentation, et le sujet j'espère qu'il va vous intéresser, c'est comment améliorer la qualité de son code. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un code de qualité? Pour moi, il y a vraiment 4 aspects importants. Donc, le premier qui est, j'allais dire, une évidence, qui est répondre aux exigences de fonctionnalité de notre client ou du projet sur lequel on travaille. Donc en termes de fonctionnalité, mais en termes de performance aussi. Hein, c'est la base, j'allais dire, d'un code de qualité. Et puis après, si on s'intéresse à des points peut-être un peu moins directs, minimum de bugs, forcément. Un maximum de simplicité pour pouvoir assurer facilement la maintenabilité de mon code, pouvoir éventuellement transférer mon code à un autre développeur. Et un maximum de lisibilité aussi, là aussi, pour pouvoir maintenir facilement mon code, retrouver des bugs et ajouter des fonctionnalités rapidement. Comment parvenir à plus de qualité? Alors, un aspect principal pour moi, c'est la rigueur. Forcément, dans les métiers qui nous concernent, les métiers scientifiques, si on n'est pas rigoureux, forcément, il y a des choses qui vont mal se passer. Donc il faut être rigoureux. Je pense que tout au long de notre carrière et des développements qu'on fait, il faut penser à améliorer ses compétences. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez une envie d'apprendre des choses nouvelles, de partager et d'échanger sur la manière dont vous travaillez. Il y a aussi les formations. Vous pourrez revenir à Barreau, je pense que ça peut être assez sympa pour
essayer d'aller à un niveau un peu plus loin dans vos compétences API. Et puis, il y a les revues de code. Alors, qu'est-ce qu'une revue de code? Une revue de code, ça a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est détecter et corriger les défauts le plus vite possible. Alors j'insiste sur le plus vite possible, parce que au plus tôt vous corrigez vos bugs, moins ça vous coûte, et plus la correction est simple à faire. Si votre bug, vous en rendez compte à 2 semaines de la mise en service de votre application, et que ça fait 6 mois que vous développez, ça peut impacter énormément de choses dans votre code. Donc, au plus tôt vous allez trouver vos bugs, au mieux c'est. Deuxième objectif de la revue de code, c'est essayer d'appliquer des standards. Est-ce que parmi vous, vous êtes plutôt des développeurs qui travaillent seuls ou en équipe? Qui travaille en équipe? D'accord, alors qui? Ah ouais, d'accord. C'est bien, c'est bien. À Saphir, nous on est 15 développeurs. Le travail en équipe, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important. Si vous travaillez en équipe, vous allez pouvoir, avec des revues de code, appliquer des standards, faire en sorte que chaque développeur utilise les méthodes de développement qui ont été définies par la société, par l'entreprise qui fait les développements. Donc ça peut être intéressant, si vous commencez à travailler en équipe, de faire des revues de code pour justement être certain que même à une équipe, ça commence à 2, hein, donc dès que vous êtes 2, être sûr que vous travaillez un peu de la même manière. Puis ça va au final favoriser le travail en équipe et la collaboration, parce que vous allez pouvoir discuter pendant une revue de code de la manière, pourquoi j'ai utilisé telle technique ou telle autre, etc. Donc vous allez avancer dans votre connaissance de la vue. Il y a un petit problème quand même avec la revue de code, c'est que ça nécessite d'être plusieurs. Donc on a vu, petit sondage, vous êtes assez peu nombreux à travailler en équipe. Et puis après, ça nécessite d'être plusieurs et plusieurs développeurs expérimentés. Parce qu'il va falloir avoir un regard critique sur un code, se poser les bonnes questions, donc c'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Une solution possible, c'est d'utiliser le toolkit VI Analyzer. Parmi vous, qui connaît VI Analyzer? D'accord. Mathieu, ça compte pas. Et alors, parmi ceux qui connaissent, qui savent l'utiliser? D'accord. Okay. Bon, c'est bien. Ma présentation devrait vous intéresser. Alors, VI Analyzer, si on regarde rapidement ce que c'est, en gros, c'est un toolkit qui va apparaître dans le menu de la view, le menu outils de la view. Il va vous permettre de sélectionner des sources, un code source. Il va faire une analyse automatique et il va nous renvoyer un résultat avec un certain nombre de tests et de points remontés. Résultat qu'on peut exporter, et puis surtout, l'intérêt, c'est qu'à partir de cette boîte de dialogue, je vais pouvoir aller dans le code pour voir ce qui a amélioré. Plus qu'un long discours, une démo sera plus parlante. Donc, j'ai mon LabVIEW, je vais aller dans le menu outils et je vais trouver VI Analyzer, et puis je vais faire analyser les vies. Donc là, j'ai le lancement du VI, et puis je vais aller sélectionner tout simplement un dossier dans lequel j'ai un code source. Voilà. Ici, j'ai sélectionné mes sources, j'ai un dossier qui apparaît. Je peux éventuellement venir sélectionner un VI pour dire lui, je ne veux pas l'analyser. Je sais qu'il ne va pas répondre aux tests, etc. Donc, je vais l'exclure. Bon, là, pour le coup, je le laisse comme ça. Et sur la fenêtre suivante, je vais pouvoir voir l'ensemble des tests qui vont être passés par le VI Analyzer.
par exemple, je vais avoir sur le bloc diagramme un certain nombre de tests qui sont classés par catégorie. Des tests sur les performances, sur le style, sur un certain nombre d'avertissements de code. Je vais avoir des tests sur la documentation, est-ce que j'ai bien documenté mes VI, etc. Sur chaque test, je vais pouvoir dire je le passe ou je le passe pas. Et éventuellement, je vais pouvoir configurer mon test. Donc j'ai certains tests qui n'ont pas de configuration. Et puis ici, si je regarde sur celui-ci, donc ce test-là, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai sélectionné mon test, puis j'ai ici la description du test. Donc le test va vérifier que les fils vont bien de la gauche vers la droite. Mon fil ne revient pas en arrière. C'est en général quelque chose d'assez peu conseillé pour la lisibilité de mon code. Après, je peux dire sur ce test-là, ne pas me prévenir des fils qui vont en arrière sur les terminaux. Voilà. Donc là, je vais pouvoir configurer mes tests. Donc nous, pour la petite démo, pour que ça ne prenne pas trop de temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner uniquement les tests liés au bloc diagramme. Suivant. Sur la dernière page de configuration, je vais avoir la possibilité, VI par VI, de dire, donc, mais finalement, pour ce VI-là, je ne vais pas passer tel ou tel test. Donc j'ai vraiment une capacité de configuration assez précise. Là, je lance mon analyse. Ben, c'est bien, c'est pas moi qui travaille. C'est beau de regarder la machine travailler. Bah ouais, c'est pour ça qu'on fait ce métier, non? Enfin, je sais pas. Moi, si on la programme bien. Oui. Voilà. Et là, j'ai ma fenêtre de résultats qui apparaît. J'ai 3 onglets. Je vais commencer par les 2 derniers. Testing error. Là, il va me dire, il va me lister les potentiels VI sur lesquels il n'a pas pu dérouler les tests. Parce que le VI est brisé, parce qu'il n'a pas réussi à le charger. Voilà. Bon, ici, c'est une démo, ça marche. Le principe de la démo, j'espère. Il n'y a pas de problème. Le 3e onglet, c'est un rapide récapitulatif du test. Vous avez le nombre de tests qui ont été passés. Donc il y en a 817 qui se sont bien passés, il y en a 57 qui ont échoué, et pour un total de 874 tests avec un temps de 16 secondes. Voilà. Pour comprendre, les tests qui ont échoué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a essayé de tester et ça dit non, ou alors non. Ça veut dire que le VI n'était pas terrible? Non, non. Voilà. Ici, il va lister les VI sur lesquels il n'a pas pu passer ses tests. Et le nombre des tests qui ont échoué, c'est les tests qui ne sont pas passés. Par exemple, il a détecté un fil qui revenait en arrière. D'accord. Ici, on a le rapport d'erreur. Ici, j'ai peut-être 3 VI qui n'ont pas réussi à être chargés, typiquement. Donc là, en l'occurrence, là, les tests ne sont pas passés du tout. Donc là, il faut aller voir pourquoi mon VI n'a pas pu être chargé. D'accord? Et l'onglet qui nous intéresse le plus, ça va être l'onglet qui justement nous donne les résultats des tests. J'ai 2 manières de présenter cette fenêtre, soit en classant par VI. Donc pour chaque VI, je vais voir les tests qui ne sont pas passés, ou alors par test. Voilà. Et puis j'ai un niveau d'importance du test. Ici, par exemple, je vois que le premier test, il est en rouge. Je vais aller voir à quoi il correspond. Donc déjà, le test, c'est wait in while loop. Pourquoi tester s'il y a un wait dans une while loop? Pardon? Ouais. Voilà. En général, si je mets une while, que je ne mets pas de temporisation dedans, ça peut être cause d'un processeur qui est pris à 100%. Alors des fois, je ne dis pas qu'il faut avoir tout le temps une temporisation dans une while, mais il faut être averti qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Donc je vais sélectionner mon test. Il me dit, alors déjà dans quel VI il a détecté un possible problème. Quand je sélectionne
l'occurrence, il a remarqué une occurrence possible de problème lié à ce test-là. Ici, j'ai la description. Il me dit qu'il y a une while loop qui contient un contrôle dedans et qui n'est pas régulé en termes de vitesse. Donc, il faut, c'est des conseils, hein, consider moving the control terminal outside the loop. Donc là, c'est bien. Maintenant, ce qu'on a envie, c'est d'aller corriger le problème, potentiellement. Analyser. Donc là, j'ai simplement à double-cliquer mon test. Il va m'ouvrir le VI. Et je vais voir ma while loop qui est sélectionnée, dans laquelle je ne vois pas de tempo. Et dans laquelle je vois qu'ici, j'ai un contrôle qui est à l'intérieur. Donc il y a deux problèmes. Il y a potentiellement le temps CPU. C'est pas, je pense, le problème sur ce VI, parce que bon, une fois qu'il a fini son test, il sort. L'important, c'est qu'on aille vite, ça peut prendre du temps et pas être bloquant. Par contre, le fait de laisser le contrôle dans la while loop, ben là, c'est un possible défaut de performance, parce qu'à chaque fois, la view va venir relire ce contrôle, alors qu'on n'est pas dans une interface. Il n'y a aucune raison. Donc là, tout simplement, le sortir. Voilà. Et là, vous allez gagner en performance sur l'exécution de ce code. D'accord? Donc voilà pour une démo de ce que fait rapidement VI Analyzer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, pour revenir plus précisément sur le VI Analyzer, ici on parle d'une analyse de code statique. C'est-à-dire qu'on inspecte le code alors qu'il n'est pas exécuté. Donc typiquement on le fait avec VI Analyzer. On pourrait le faire avec des outils comme le find. Donc, je vais chercher combien de fois j'ai un Octane, un Octane queue, donc une file d'attente. Pour ceux qui ont des labs du français, excusez-moi, je parle beaucoup avec les versions anglaises. Donc quand je fais un Octane d'une file d'attente, bah, il faut que je m'assure qu'il y ait bien un release derrière. Donc là, avec le find, je peux dire, je cherche tous les Octanes, je cherche tous les releases, est-ce que ça match avec le nombre d'Octane. J'ai aussi la possibilité de voir où sont les allocations de buffer. Tout ça, ce sont des outils qui aident à l'analyse statique du code. Et puis, il y a une part d'analyse dynamique qui doit être faite. VI Analyzer ne va pas permettre de voir tous les cas. Mais là, on a d'autres outils. Sur une analyse dynamique, le code il va s'exécuter. Et puis, bah, vous allez pouvoir, par exemple, afficher le profil des performances et de la mémoire. Utiliser le Desktop Execution Trace Toolkit, qui est un autre toolkit qui est intéressant de connaître. Et puis, depuis LabVIEW 2014 SP1, vous pouvez aussi voir le profil d'allocation des buffers. Ça, c'est aussi intéressant. C'est en lien avec cette fonctionnalité-là, qui est statique, vous avez la même chose en dynamique pendant l'exécution de votre code. Super. Oui. Juste sur la partie statique, on peut donc lancer le VI Analyzer sur un VI qui serait cassé, pas qui s'équipe. Alors, c'est l'histoire de la boucle while, là, ça aurait pu se détecter. Je pense que oui. On peut le lancer, quoi. Bizarrement, je l'ai jamais fait, ça. Je pense qu'en développement, on pourrait le lancer. Ouais. Je pense que... C'est juste qu'il soit pas chargeable, je crois, l'erreur. Voilà, ouais. Alors, nous, dans le processus d'utilisation, on le fait toujours à partir de sources, on va dire pas finalisées, mais d'un moment de développement où les sources sont exécutables. C'est pour ça que j'ai du mal à... J'ai jamais eu le cas. On pourra essayer éventuellement après pour répondre à la question. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça qu'il ne sache pas faire. Par contre, il y a peut-être un test qui nous dit qu'il n'est pas exécutable. Alors, pourquoi utiliser le VI Analyzer? Dans quel cas et qu'est-ce que ça va nous permettre de détecter? D'abord, et là, j'allais dire, je vais vous donner les grandes thématiques de ce que peut nous apporter le VI Analyzer pour vérifier le style. C'est-à-dire, pour moi, la lisibilité du code.
Vous voyez un peu l'image, là, je pense que là, le BI Analyzer, il va vous renvoyer pas mal d'erreurs. Après, il y a les performances. Dans la démo précédente, on a vu qu'il venait nous pointer quelque chose qui potentiellement était une cause de performance moindre que prévu. Et puis enfin, il peut nous trouver des bugs. Et ça, c'est sympa. Alors, on parlait du style. Typiquement, il va pouvoir nous tester tout ce qui est mauvaise habitude de câblage. Donc, ici, les fils qui reviennent en arrière, les fils qui ne sont pas forcément correctement alignés, et puis les fils qui passent sous des objets. Alors ceux-là, j'allais dire, c'est esthétique, ça peut devenir problématique ici si c'est tout le temps des fils qui reviennent en arrière. Mais alors ceci, en termes de relecture, de compréhension de code, c'est une horreur. On peut croire que ça c'est câblé alors que c'est pas câblé. Voilà. Donc ça fait partie des tests. Alors je ne liste pas tous les tests, hein, il y a 92 tests dans le BI Analyzer. On va parler des 92. Après, il y a les bonnes pratiques. S'il y a trop de global, trop de local, il va nous le dire. Et c'est bien qu'on nous dise que vous utilisez trop de local ou trop de global. Parce que global, local, race condition, bug aléatoire. Voilà. C'est bon d'éviter ce genre de choses. Les structures séquences qui ont trop de séquences, bah pareil, en termes de visibilité, c'est pas génial. Les wait absents des while, on l'a vu, ça peut occasionner des CPU pris à 100%. C'est dommage. La lisibilité, tout simplement, voilà, il y a deux manières de représenter les terminaux et contrôles. C'est bien d'en choisir une, pas de faire des choses mixées. Là, il va pouvoir me dire quand dans ce VI, il y a et à la fois des représentations d'icônes et à la fois des représentations classiques. Ne pas afficher les labels sur vos contrôles et indicateurs dans le diagramme. Ça, en termes de lisibilité, c'est vraiment négatif. Et puis, il va pouvoir aussi nous détecter des simplifications possibles de code. Ici, on fait un numérique égal à 0. Ça peut être remplacé par une seule fonction. En termes de lisibilité, vous allez y gagner. Détecter des problèmes de performance. Il y a des tests qui, par exemple, vont vous permettre de pointer ici le fait que vous avez un build array dans une fonction, dans une boucle while. Et ça, c'est pas optimisé par la view. Alors que si vous êtes capable de définir la taille de votre tableau avant, vous allez pouvoir créer le tableau de la taille qui va bien et faire des replaces plutôt que de faire des builds. Et là, vous allez optimiser votre code. Pareil, vous avez des tests qui vont vous détecter des boucles forts qui peuvent être parallélisées. Depuis la view 2011, 2010, on peut faire un clic droit sur une boucle fort et dire paralléliser la boucle fort, l'exécution de la boucle fort. Alors ça demande un certain nombre de caractéristiques au niveau du code qui est fait dans la boucle fort. Le BI Analyzer va nous dire cette boucle fort, tu peux la paralléliser. Pourquoi s'en priver? Préférer l'utilisation de structures in place plutôt que de faire des bundle and bundle. Là aussi, c'est de l'optimisation de la mémoire. Alors, les structures, la structure in place en fait va nous permettre, au lieu de faire un, ici j'ai un tableau avec donc un tableau de cluster. Donc pour chaque exécution de la boucle for, je vais prendre un cluster du tableau, venir récupérer une donnée, la modifier et la remettre dans mon cluster et la remettre dans mon tableau. D'accord? La structure in place, qui est dans la palette des structures, permet de faire la même chose de manière optimisée en termes de gestion de mémoire. Donc, quand on a ce genre de choses, on peut les remplacer par des structures in place. Ici, on a une optimisation possible dans le sens où, enfin, en tout cas, il
il faut éventuellement réfléchir à comment je peux optimiser ça. J'ai un build array, mais au lieu d'ajouter habituellement ma valeur à la fin de mon tableau, je l'ajoute au début. Donc ça veut dire que là, d'un point de vue mémoire, c'est pareil, c'est pas optimum. Parce que à chaque fois que je vais ajouter ma valeur au début, il va être obligé de déplacer l'ensemble de mes points dans la mémoire pour pouvoir ajouter le premier élément. Si j'arrive à modifier mon code pour toujours ajouter à la fin, là je vais gagner en performance. D'accord ? Il va détecter aussi les usages des nœuds de propriété. Si vous avez besoin de mettre à jour une valeur dans un contrôle ou un indicateur, il vaut mieux préférer le terminal. Parce que c'est plus performant. Donc ça ne veut pas dire n'utilisez jamais de nœud de propriété, mais si votre mise à jour se fait dans le VI, utilisez le terminal ou la variable locale, mais en dernier lieu le nœud de propriété. Pourquoi ? Pour les questions de performance. Le nœud de propriété est 10 fois moins performant que le câblage dans le terminal. Alors, on utilise le nœud de propriété lorsque la mise à jour de mon indicateur est faite dans un sub-VI, un sous-VI. Si je fais dans un sous-VI, j'ai besoin d'une nœud de propriété. Par contre, si je suis dans le VI qui affiche l'indicateur, là, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le terminal. Ou la locale. C'est mieux que le nœud de propriété. Dans tous les cas, c'est mieux que le nœud de propriété. Dernier test, pour exemple, aussi, où on va pouvoir être averti de défaut de performance. Quand vous avez un code, donc un sous-VI, avec des entrées et des sorties, si vous mettez vos entrées et sorties, donc vos contrôles et vos indicateurs à l'intérieur d'un case structure, à chaque fois que vous allez appeler ce code-là, vous allez avoir un overhead de temps d'exécution. C'est-à-dire du temps en plus, alors qu'il suffit simplement de sortir ces deux contrôles du case et ces deux indicateurs du case pour ne pas avoir cet overhead. C'est des petites choses, mais qui font qu'au final, votre code il va être plus performant. C'est des choses qui peuvent être vues lors d'une revue de code entre humains, mais qui sont vues de manière automatique avec VI Analyzer. Et le troisième point dont je vous ai parlé, c'est de trouver des bugs. Alors, comment habituellement on fait pour trouver des bugs dans notre code? Alors, possibilité, c'est bien organisé, avoir des tests unitaires et d'exécuter régulièrement nos tests unitaires. Qui utilise les tests unitaires? Qu'est-ce que vous appelez test unitaire? Alors un test unitaire, ça va être un VI qu'on va venir exécuter de manière automatique, par exemple avec le Unit Test Framework, qui est aussi un toolkit de la vie. Et régulièrement, je vais aller passer ces tests-là de manière automatique, et puis ils vont me dire, mon VI passe, c'est-à-dire que le code donne le bon résultat. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est pertinente, qui n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Donc c'est un moyen de trouver des bugs. Le deuxième point, ça peut être de faire une revue visuelle du code. Je regarde mon code, là je prends mon tableau, je prends l'index, je récupère la valeur, etc. Je la multiplie, ça doit bien me donner le bon résultat. La manière la plus courante, j'allais dire, de trouver les bugs, c'est d'exécuter notre code, de tester la fonctionnalité, de voir ce qui se passe. D'accord? Avec le VI Analyzer, vous avez un moyen de trouver des codes bien avant tout ça. Des erreurs. Merci. Des erreurs dans votre code. Là aussi, je vous propose une démo pour vous convaincre des capacités du VI Analyzer. Alors là, je vais ouvrir un projet. Et dans mon projet, j'ai un certain nombre de VI sur lesquels je peux faire une analyse. Donc tout à l'heure, j'étais allé chercher dans le menu Tools. Je peux aussi faire un clic droit dans mon projet et faire analyser les VI. C'est une autre manière plus rapide, je dirais très facilement exécuter ces codes pendant que je développe.
j'ai exactement les mêmes possibilités de configuration de mes tests. Et je clique sur analyser. Donc là, pareil, travailler à ma place. Et je vais venir ici voir quel est le résultat de ces tests. J'ai 3 VI qui ont été signalés avec des potentielles erreurs. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est faire un clic droit, Show VI. Donc le VI, je vais regarder ce qu'il fait. Il n'a pas l'air très compliqué. Il prend un numérique, il fait 1+1, et il m'en fiche le résultat. Ah, il y a un bug. Pardon? Ah non? 0. Je devrais avoir... là, le résultat que je m'attends à avoir, c'est 1 en sortie. Il n'est pas câblé, t'as pas dessus. Hein? Pas câblé, pas câblé. Alors, on me dit, c'est pas câblé. C'est pas mal. Ici, je vais voir, j'ai plusieurs choses qui sont indiquées. Il me dit que j'ai du code qui est pas utilisé. Bizarre, parce que visuellement, j'ai l'impression quand même que c'est utilisé. Il me dit, j'ai des fils en dessous des objets. Oh, on sent qu'on tourne autour du bug. Hein. Je vais prendre le premier, je vais double-cliquer. Il m'amène là où il y a le bug. Il me dit que c'est pas utilisé. Ah, si, c'est utilisé là. Je suis désolé. Donc là, bah, comme j'ai vu qu'il y avait un fil qui passait sous un objet, bon, là, j'ai l'impression qu'il est toujours utilisé. Hein. Il est câblé. Alors je vais aller sur la deuxième erreur, enfin sur la troisième erreur. Là, il me sélectionne le fil. Il me dit le fil passe sous l'objet. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'entrée qui est câblée, mais la sortie, en fait, au lieu d'avoir pris, mais ça peut être une simple erreur de câblage, hein, complètement involontaire. C'est en général complètement involontaire. Et j'ai tiré mon fil bien droit, et puis je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, j'avais pas ma sortie qui était câblée. Donc là, je viens de trouver un bug. Enfin, le VI Analyzer vient de trouver un bug pour moi. C'est pas mal. Après, deuxième. Là, ici, j'ai une fonction qui fait un reset d'un tableau. C'est-à-dire, quand je dépasse une taille maximum, je vais vider mon tableau. Ok. J'exécute. Donc hein, ici, la taille de mon tableau dépasse le max size. Je passe dans vrai, je mets un tableau vide, et sinon, je passe mon tableau. J'exécute. Et là, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. Alors, on a une boîte de dialogue qui est cachée. Et là aussi, VI Analyzer, il va nous le dire. Le premier test qui nous est renvoyé, c'est Hidden Object in Structure. Il y a un test qui va vérifier que vous n'avez pas du code qui, à l'occasion d'un retaillage d'une structure, est passé dessous. Et là, j'ai 2 occurrences. Donc en gros, ça veut dire que tu trouves 2 objets. Voilà, je vais cliquer. Je ramène avec la flèche. Ah, je vois une constante de chaîne. Et là, je vois ma boîte de dialogue. D'accord? On a vite fait de retailler une structure, ou éventuellement même de la dupliquer dans un code. Ça m'est arrivé. C'est du vécu. Il a fallu que je duplique le case qui avait un objet qui était caché. Là, j'ai pu le trouver assez facilement. Dernier exemple, ici. Alors j'ai un VI qui fait un code. Mais si je vais regarder ici, par exemple ce test-là, et que je sélectionne,
à chaque fois que je sélectionne l'occurrence, il m'explique en fait qu'est-ce qui a généré l'apparition de ce défaut. Et là, il me dit, le VI, il fait 15 mégaoctets en taille. Alors qu'on a un VI qui fait quasiment rien. Donc là, il me pointe le VI, parce qu'il y a un test qui me dit, voilà, si je vais regarder dans l'explorateur ici, la taille de mon VI, presque 15 mégas. Donc il y a potentiellement un problème. Donc si je cherche ce problème-là maintenant, je vois des tableaux, j'ai un tableau vide, et ici j'ai un tableau qui potentiellement, je pense, doit être... Ah, j'ai pas mon menu. Zut. Alors, croyez-moi... Ouais, il faut que je remonte le menu. Tout à fait. Merci, Jean. Show last element. Vous voyez ici que j'ai un tableau de double avec 100 000 points. J'ai sauvegardé mon VI avec des données par défaut qui me prennent beaucoup de mémoire. Donc ça, sur un VI, sur un petit projet, sur une bécane récente, pas de problème. Si vous avez multiplié ce genre d'erreurs, bah, ça peut occasionner des choses pas sympas. Un temps de chargement de vos VI ultra long, etc. Donc, vous allez me dire, oh, c'est bien, c'est sympa, c'est une démo, c'est facile, c'est des bugs que j'aurais trouvés en 5 minutes. Bon, bah maintenant, faut se remettre dans le contexte. Vous travaillez sur des projets plus ou moins gros, et si jamais votre code il ressemble à quelque chose comme ça, ce que j'espère pas, et si vous avez un truc comme ça avec des séquences multiples, etc., bah là, VI Analyzer, il peut peut-être vous donner un coup de main pour trouver des choses. Ça me rappelle le support technique. Alors j'espère que... on m'a dit que vous étiez des utilisateurs avancés de la vue. J'espère que vous ne faites pas des codes comme ça. Sinon, on est en formation chez nous. On est tout devant. On est tout devant. On est vachement avancé. Alors, maintenant, bon, je vous ai fait une démonstration qui, je veux vous convaincre que c'est un bon outil. Maintenant, je vous donne le retour d'expérience du développeur qui utilise la view au quotidien et puis qui utilise le VI Analyzer. Dans les plus, on a vu, il y a le côté automatique, le côté très objectif. Le problème de la revue de code, quand on est entre collègues, bah, ouais, je vais être un peu gentil ou je vais être fatigué, je vais pas me rendre compte de certaines choses. Là, lui, passer 10 fois, il va obtenir le même résultat. Hein, vous n'avez pas fait de... Même si on passe pas le même jour, il est pareil. Et non, même si on change de jour, même le dimanche, il va nous donner le même résultat. C'est assez évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez configurer vos tests, etc. Par contre, côté négatif, et il faut le savoir, sur des gros projets, ça peut prendre beaucoup de temps à s'exécuter. Là, on avait des petits projets, on était déjà de l'ordre de la quinzaine de secondes, donc ça peut prendre du temps. Donc c'est quelque chose que vous pouvez par exemple automatiser tous les soirs, avant de partir, vous lancez le test et le matin, vous retrouvez votre projet. Tous les vendredis soirs et le lundi matin, vous pouvez analyser. Et corrélativement à cette lenteur sur les gros projets, vous avez parfois une difficulté à venir analyser l'ensemble des résultats. C'est-à-dire que vous avez vu là, j'avais déjà 3-4 résultats par bille, et il y a des moments où vous allez cliquer sur des tests, vous allez dire bah ouais, je sais, c'est normal. Voilà. On a dit, quand on regarde sur les performances, bah parfois on ne peut pas faire autrement. Donc lui nous signale que c'est pas performant, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc ça peut être assez fastidieux de venir analyser et corriger les résultats. Donc ça, il faut travailler sur la configuration de vos tests, dire ben voilà, mes tests, je veux qu'ils soient plus ou moins rigoureux, plus ou moins sévères. Et ensuite, je dirais, le gros problème de ça, c'est que ça va vous décourager à utiliser VI Analyzer.
Alors si j'avais un conseil à vous donner, c'est déjà de l'utiliser parce que quand je vais voir les tests, quand je vais voir les erreurs, je vais apprendre. Dire mais pourquoi ils font ce test-là? Si ce test-là il existe, c'est pas pour vous embêter, c'est que potentiellement il y a un défaut dans la manière dont vous programmez. Donc, vous allez pouvoir acquérir de l'expérience et comprendre un peu mieux ce que vous faites dans la vie. Une fois que vous avez fait ça, même si vous n'analysez pas un par un les résultats pour chaque pays, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vérifier la tendance des résultats. C'est-à-dire tout simplement de se dire, bah, j'ai commencé à coder un projet, ça fait une semaine. Au bout d'une semaine, je passe mon BI Analyzer. Et BI Analyzer, il me dit, bah, il y a sur 300 tests, j'en ai 20 qui passent pas. Vous codez encore une semaine, vous analysez à nouveau, et là, vous avez plus de VI, donc plus de tests, peut-être 500, mais vous êtes toujours à 20, 25 erreurs. C'est bien, c'est que vous n'avez pas ajouté de choses. Vous faites ça régulièrement, puis si vous suivez la tendance, peut-être qu'à un moment, vous allez voir, là, j'ai un tas de tests qui ne passent pas. Et là, vous allez vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai codé trop rapidement, mon style il est parti. Au début on est bien carré, on fait nos fils droits, on est consciencieux. Puis après il y a le chef qui met la pression, il faut que ça soit... Je fais vite, je mets trop propre plus tard. Mauvaise attitude. Mettez au propre de suite, faites du propre de suite, c'est mieux. Mais voilà, vous allez pouvoir avoir un avertissement sur ce que vous êtes en train de travailler, un retour sur votre code. Et comme vous travaillez presque tout seul, c'est super important. Voilà, il faut savoir que c'est pas tout rose, mais je vous encourage vraiment à, si vous avez l'occasion de l'utiliser, vous pouvez l'utiliser, à l'utiliser. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin dans l'utilisation de BI Analyzer, parce que là, je vous ai montré, j'allais dire, la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez automatiser l'exécution des tests. Donc, typiquement, je disais, tous les soirs, vous pensez, plutôt que de passer à chaque fois dans les fenêtres, de configurer, etc., on peut sauvegarder les configurations de tests. Et à l'aide de la palette BI Analyzer que vous trouverez dans la vue, vous pouvez vous faire un petit VI qui va vous permettre d'exécuter ce test-là et éventuellement d'enregistrer rapidement le rapport à un endroit. Il y a plein de choses qui sont possibles avec ce outil. Et le deuxième point qui est assez important, alors avant de parler du deuxième point, je vais juste vous signaler qu'ici on avait balayé un certain nombre de tests, je vais dire les plus parlants et ceux qui sont plus faciles à faire une démonstration compréhensible par contre. Il faut savoir qu'il y a plus de 92 tests, notamment il y a des tests qui sont spécifiques au RT ou FPGA, il y a des tests, dont on parle de Linux, il y a des tests qui permettent de s'assurer de la compatibilité multiplateforme. J'ai des tests qui vont me dire, là le test que vous avez développé en Windows, si vous le code que vous avez développé en Windows, si vous le portez sous Linux ou sous Mac, ça ne va pas s'exécuter parce que telle fonctionnalité n'existe pas. Par exemple, j'appelle du .NET, j'appelle une DLL qui n'existe pas, qui n'a pas son pendant sous Linux, etc. Donc il faut aussi voir ça. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il est complètement possible de créer vos propres tests. National Instruments vous fournit un certain nombre de tests, mais pourquoi s'arrêter là? Vous avez peut-être, vous, des guidelines spécifiques à votre société en termes de développement. Pourquoi ne pas faire un test qui vérifie que ces guidelines sont respectées? Vous voulez vérifier que tous vos icônes, tous vos contrôles sont par exemple classiques et pas sous forme d'icônes, vous pouvez faire des tests. Et là où c'est puissant, c'est que vos tests, ils peuvent agir sur le code. Parce qu'à partir du moment où vous faites un test, vous le faites avec du VI Server, donc potentiellement la capacité de modifier votre code. Typiquement, un test qui existe sur la communauté, c'est vous parlez des différences d'icônes, enfin les terminaux classiques et puis sous forme d'icônes. Vous pouvez très bien faire un test qui va détecter
les terminaux qui sont sous forme de code et qui programmatiquement va vous les changer sous forme de test. Donc, ça laisse une ouverture assez impressionnante sur ce que peut faire VI Analyzer. Et ça vous donne un outil qui vous permet de balayer toutes vos sources. C'est automatique. Vous n'avez pas besoin de recoder un truc qui va aller dans le projet, dire bah, il faut récupérer tous les VI, ouvrir les références, ça vous l'avez déjà. En termes de ressources, il y a un endroit où vous allez pouvoir trouver des tonnes de choses, c'est sur la communauté sur NI.com. Vous avez un groupe qui s'appelle VI Analyzer Enthusiasts, qui contient des tonnes de tests qui ont été écrits par la communauté, des ressources pour écrire vos propres tests, de l'aide, pour comprendre comment écrire un test, des discussions, et aussi c'est un lieu où vous pouvez échanger avec les développeurs du toolkit et dire bah ouais mais moi il me manque ça, j'aimerais bien que dans le Vue 2016 il y ait ça dans le VI Analyzer. Et ben là vous allez pouvoir discuter quasiment avec les personnes, avec les personnes de la R&D de NI. D'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié de le mentionner au départ, ma présentation est largement inspirée par une présentation que j'ai vue cet été à NI Week à Austin, faite par Darren Nattinger, qui est un des développeurs de ce toolkit. Vous pourrez retrouver de nombreuses interventions, de nombreux documents sur ce groupe-là. Voilà. One more thing, comme diraient des personnes plus connues que moi. L'aspect de cette journée, si on regarde la communication qui a été faite par National, c'était de partager votre expérience, notre expérience de l'usage de la Vue. Je tenais à faire juste une petite aparté sur la Vue User Group de la région qui s'appelle le LUGE, auquel Mosulog, en fond de salle, beaucoup de personnes de Mosulog participent, de Saphir aussi, d'autres personnes de la région. C'est une rencontre, on va dire, annuelle pour le moment, qui a commencé il y a 3 ans, de développeurs la Vue, dans lequel on va partager nos expériences, éventuellement des projets qui ne fonctionnent pas, pouvoir échanger, dire pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cette adresse. Les slides seront disponibles sur Internet. Et échanger et participer quand il y a ce genre de réunion qui est organisée. Là, actuellement, on a une quinzaine, vingtaine de personnes qui viennent assez régulièrement. Mais plus on est nombreux, plus on a d'échanges, plus on avance. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Si vous avez des questions, je suis tout oui et j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Si vous avez faim, voilà. On aura aussi votre présentation à la fin de la journée. Alors à la fin de la journée peut-être pas, mais je la ferai passer à Céline et puis je pense que il y aura moyen de transférer. Au pire, de toute façon, elle sera mise en ligne sur le site de Saphir. Au pire. Enfin, au pire. Elle sera de toute façon mise en ligne sur notre site. Donc voilà. Il y a pire comme solution. Et puis sinon je peux vous laisser ma carte, vous laissez votre carte et puis je vous l'envoie. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous avez des questions pour Olivier? Je vous remercie. On dit quelque chose. Finalement, ça Il n'y a pas de problème. Moi j'ai déjà mais bon. Quand je vais analyser mon projet, il va analyser une seule fois. Comment dire ça? J'ai un VI qui utilise des sous-VI. Ouais. Il va vraiment se concentrer sur le diagramme de chaque sous-VI, etc. Il ne va pas me redonner plusieurs fois la même erreur. C'est optimisé, c'est-à-dire que quand il analyse un VI, il ne va pas rentrer dans les sous-VI pour les analyser. Okay. Il analyse vraiment la liste des VI qui sont donnés en entier. Mais que les VI. Pas les sous-VI. Les sous-VI, il faut les avoir listés dans la liste des VI à tester. Et
si j'ai bien compris, ça peut arriver quand même de temps en temps qu'ils nous disent bon là ce que tu as écrit c'est un peu pas optimisé ou quoi que ce soit, mais qu'en fait on n'est pas de tout choix ou que. Tout à fait. C'est des conseils. Dans la première démo que je fais, il est écrit consider move de terminal outside de while loop. Pensez-y. Voilà. Peut-être que vous ne pouvez pas faire autrement, peut-être que pour une raison X ou Y, vous avez besoin de le mettre à l'intérieur. Voilà. Nous, on vous conseille. Enfin, moi, via Analyzer, je vous conseille de le défendre. Mais des fois, on ne fait pas du traitement d'erreur parce qu'on le fait de manière locale et que ça nous intéresse d'avoir l'erreur et de connaître l'erreur, mais on ne veut pas la remonter ou ce genre de choses. Donc, il y a des règles, il faut les connaître pour pouvoir s'autoriser à les bypasser. Mais si vous essayez de bypasser les règles sans trop maîtriser, en général, ça ne donne pas de bons résultats. Là, l'avantage, c'est que vous avez un outil qui vous permet aussi d'apprendre sur les bonnes règles et qui après vous permet d'aller un peu plus loin dans le développement. Est-ce que dans la palette justement du VI Analyzer, il y a quelque chose où on peut dire on sait que cette erreur existe, mais qu'on ne veut plus qu'il la traite? Alors, ce qu'on peut faire, c'est au niveau de la configuration des tests, sur la première démo, la dernière page de configuration, il nous listait tous les VI et tous les tests associés. Oui. Je peux sélectionner un VI et dire pour ce VI, je sais que ce test-là, il ne va pas passer. Je ne veux pas que tu m'embêtes avec ça parce que j'en suis conscient, mais je ne peux pas faire autrement. C'est volontaire. Oui, mais là, par exemple, si on a le problème d'un contrôle qui est dans une boucle plusieurs fois, Ouais. est-ce qu'on peut lui dire qu'il s'occupe plus de celui de la première boucle seulement? Pour qu'en fait, une fois qu'on a diagnostiqué cette erreur-là, on sait qu'elle existe, mais on peut la reproduire après sans le faire exprès. Et du coup, si on a décoché, il ne va plus nous signaler pour les autres boucles. Sur le même pays. Alors sur le même VI, ouais, bah, on va dire que sur le même VI, on ne peut pas. Par Mais contre, sur ce test-là, si on ne veut pas être embêté ouais. pour d'autres VI, ça on peut le décocher VI par VI. Vous avez dit aussi qu'on peut agir avec celui-ci. Quel est le niveau d'action qu'on peut faire? Vous avez parlé qu'on peut changer l'icône. Alors, au niveau des tests spécifiques qu'on peut développer, Ouais. il n'y a que l'imagination. J'allais dire, il y a presque que l'imagination Ah oui. qui peut nous arrêter. Parce que tout ce qu'on peut faire via le VI server, via du scripting, c'est-à-dire j'exécute du code qui va aller modifier un VI, ça c'est possible. Ben, je peux ajouter des fonctions, je peux les déplacer, je peux modifier une structure. Comme un utilisateur. Comme je ferais moi avec la souris, ben, je peux le programmer. Et des fois, ben, typiquement sur les icônes, sur les terminaux qui sont représentés sous forme d'icônes, quand on récupère un code et qu'il y a du mix, là, typiquement, on peut le faire à la main. Là, j'ai l'outil qui peut le faire rapidement. J'ai, je sais pas moi, nous on a des tests par exemple qui nous recentrent le code au niveau de l'origine des diagrammes et des components. Des fois c'est long. Voilà. Et ça, je peux le faire de manière automatique sur l'ensemble des VI qui sont passés sur. Bon, on a vraiment un outil qui va plus loin que le test, qui nous permet d'automatiser des modifications de code très facilement. Est-ce que les tests standards, donc les 92 et quelques, on peut déjà, je sais pas, cliquer quelque part pour dire vas-y, corrige-moi ça. Alors non. Sur les tests fournis par National Instruments, ce sont juste des tests qui viennent révéler des potentiels problèmes. Il n'y a pas de modification. Par contre, après, dans la communauté, là, parmi les tests qui sont ici, vous avez une grande quantité de tests qui viennent modifier le code. Attention, c'est à double tranchant. Hein. Avant de passer des tests qui modifient le code, pensez à faire un backup pour utiliser le source code control tel que vous avez présenté Céline, pour ne pas vous retrouver avec un truc oulala. Parce que si vous avez laissé un bug dans votre test, quand vous avez passé le VI Analyzer sur votre test, alors il faut, voilà, sur les tests qui modifient votre code, soyez sûr de ce que vous avez fait avant de passer. Je vous remercie de votre attention. Merci.